du Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor. Ben, en fait, c'est le même décor que d'habitude, sauf que vous avez un nouveau plan. Enfin, qui vous montre que mes mangas sont là. Pas juste genre deux petites étagères dans le fond, qui sont présentement devant moi. Et on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de juin. Un mois de lecture, ben encore une fois, quand même assez intense. J'ai réussi à lire plus que je pensais, malgré tout. Y en a qui diront, ouais, j'ai lu plus que toi, ou quoi que ce soit. Ouais, sauf que je lis des mangas aussi à chaque semaine sur Viz. Je continue d'avancer dans des séries qui sont terminées, mais que je veux pas acheter. Donc, sur ce, sans plus tarder, on s'abonne, on like, on commente. Et si je me souviens bien, j'ai lu 38 tomes ce mois-ci. Et on part avec la maison d'édition sur laquelle j'en ai lu le plus. Et bien entendu, c'est Kana Édition avec un gros total de 11 tomes. Mais n'oublie pas de me dire ce que toi t'as aimé lire ce mois-ci. Donc, c'est parti avec Kana. Tout d'abord, on retrouve les tomes 47 à 50 de Détective Conan. J'ai tenu mon engagement et j'ai avancé dans Détective Conan. Est-ce que c'est pour une bonne chose? Oui, parce qu'on vit dans le tome 47, 8... 48... J'essaie de me rappeler c'est à quel tome qu'on vit ce moment. Parce que lire beaucoup d'enquêtes, c'est beaucoup d'enquêtes de Détective Conan. Oui, c'est ça. À la fin du tome 48, on rencontre un nouveau personnage de l'association des Hommes en Noir. Et Conan va devoir déjouer leur plan dans le tome 49, un tome totalement charnière, palpitant et intense. J'ai vraiment adoré ce tome 49 qui remet en jeu les Hommes en Noir, qui va mettre Conan et Ai devant le tout. Les Hommes en Noir sont vraiment intensément prenants dans ce tome. J'ai adoré l'avancement. Oui, on restagne après ça, en faisant le tome 50, on en revient aux petites histoires. Mais en même temps, dans le tome 50, l'auteur nous met une histoire avec Shinichi. Donc, du passé. C'est une bonne idée. J'ai rien contre ça. Donc, Détective Conan, première étape de lu ce mois-ci. Ensuite, j'ai lu le tome 28 de Fire Force. Oh! Un tome, beaucoup d'action. Des combats d'un bord de l'autre. On avance dans le début de l'arc final. Les combats sont encore stylés. J'ai rien à redire. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir des réponses à quoi que ce soit. J'ai eu l'impression de voir des débuts d'affrontement et rien de plus. Genre, c'est super de voir le Dr Giovanni se faire péter. C'est le fun de tout. Mais c'est ça. J'ai pas eu l'impression d'avoir des révélations ou quoi que ce soit. Puis pourtant, on a presque pas notre main character dans ce tome-ci. Si je me trompe pas, on le voit à peine. C'est à peine pour dire qu'il existe. Donc, j'espère qu'on va avoir des révélations dans le prochain tome. Parce que pour l'instant, ce tome 28-là, super le fun pour l'action. J'ai rien à redire. C'est une des meilleures actions qu'il y a dans la série. Mais sans plus. Ensuite, j'ai lu le tome 12 du Prince du Tennis. J'ai enfin réussi à avancer un petit peu dans le Prince du Tennis. Oui, vous pouvez me chicaner, ça fait presque un an que j'ai lu le tome 11, fait que c'est ça. Tome 12, on continue les matchs. Notre prince va avoir un match dans ce tome-ci, Ryuji. On va juste le commencer. On verra même pas l'essentiel du match. Les dessins sont encore superbes à mes yeux, c'est vraiment bien prenant. Mais les matchs manquent de... Il manque un petit quelque chose. C'est bien beau de faire genre du... Il manque un petit quelque chose. Visuellement prenant, mais ça reste vraiment sympathique à lire. Et j'espère avoir le tome 13 plus rapidement. Donc, mais c'est ça la vie. J'ai aussi lu le tome 9 de Togananki. Un tome rempli avec un début d'action vraiment intense où Shiki, parce qu'il y a trop de chi dans les mangas, va se laisser dominer par son Oni intérieur et commencer à vraiment attaquer son ennemi, qui est aussi son ami. Donc, vraiment, ça fait un gros combat. Tout le monde va s'allier pour essayer de le tuer, mais pas de le tuer, de l'arrêter. Les dessins sont extraordinaires. Ça reste cliché, parce qu'on sait que le personnage principal ne mourra pas.
Mais ça reste tout simplement intéressant. Et après ça, on va revenir dans un arc d'entraînement. Et c'est là que j'ai fait « Oh non, on s'en va dans un arc d'entraînement. » On passe au tome 13 de Mission Yosakura Family. Tome 13 de Yosakura. Un tome très noir et blanc. Un tome qui va nous introduire les anciens chefs de famille de la famille Yosakura, la deuxième et la cinquième, puis on va revoir la première un petit peu, mais entrecoupé de chapitres de gags insignifiants qui servent plus à grand chose. Donc on a des belles séquences d'action. Et après ça, on a des moments de oh non, Kengo ne se sentait pas bien à cause que sa sœur s'est faite battre. Donc, il a un bouton sur la joue. Passons un chapitre entier à régler le problème de son bouton. Mais non, c'est pas ce que je veux. On veut de l'action. Mais il n'y a pas d'action à proprement parler dans le tome. Ils cherchent encore leur père et c'est sans plus. On n'a pas l'impression d'avancer plus qu'il faut. À chaque fois qu'on a des affrontements pis que c'est stylé, ça avance plus pendant 2-3 chapitres après. Il s'en va faire l'épicerie. C'est insignifiant pour moi, mais bon, c'est la vie. Par la suite, j'ai lu le tome 32 de Black Butler et j'ai été totalement déçu. C'est pas un mauvais tome. Loin de moi de dire ça. Mais pour attendre un an pour lire un tome de Black Butler, je sais que c'est à cause du Japon, c'est pas de la faute de Kana, c'est pas Kana, j'aime pas Kana. On attend un an! Et qu'est-ce qu'on a? Le flashback complet du cuisinier et sa première journée, sa première genre 2-3 jours dans le manoir Fantôme. Pourquoi? Oui, ça nous apprend il est qui. Oui, ça nous dit pourquoi et comment et tout. Mais quand le tome d'avant finissait avec elle qui venait d'être démasquée, lui qui pointe un arme, on se dit, ça va être intéressant dans le prochain tome. Alors non, c'est le temps de faire flashback par-dessus flashback et de nous montrer à quel point il a eu de la difficulté dans ses premiers temps au manoir et de nous montrer aussi comment il a perdu sa famille. C'est vraiment intéressant, mais on arrive à la fin du tome puis on se dit pourquoi j'ai juste genre 5 pages pour avancer l'intrigue principale? Non! Oh. C'est décevant. Ensuite, j'ai lu le tome 11 de Naruto Okage édition Okage. Donc, on a ici l'équivalent du tome 22 et 21-22. On part à la rescousse de Sasuke, on s'en va le chercher. Et les combats contre le Quartet d'Otto vont commencer. On a ici le combat de Shoji. Et toujours des magnifiques pages couleurs, bien entendu. Donc, ça, j'ai rien à en dire. Le combat de Shoji et le combat de Neji seront dans ce tome. Et c'est rapidement passé. C'est vraiment le fun de voir les dessins en plus grand. Même si l'édition 15 ans était 10 ans en France était plus grande encore, vu que c'était l'édition Shonen Jump. Ça de plus. Mais d'avoir ça ici, les pages couleurs, tout, reste un plus sympathique et vous connaissez l'intrigue, j'en parlerai pas plus qu'il faut, c'est Naruto. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour finir chez Kana, j'ai lu le tome 3 de Boys Abyss. Je ne montrerai pas trop d'images de Boys Abyss, étant donné que beaucoup d'images sont dérangeantes. Si on peut pas le gâcher. Un tome vraiment intense, encore une fois. Les émotions m'ont totalement submergé. Je ne savais plus où on en était. C'est venu me chercher. On parle encore. C'est très noir, c'est très sombre. Il n'y a pas de bonheur dans cette série. Dès qu'un personnage pense trouver le bonheur, tout d'un coup, ça lui pète dans le visage. J'adore l'ambiance, j'adore tout. J'ai hâte d'avoir la suite. Boys Abyss, c'est un must. Merci à Kana, surtout pour cette édition grand format. C'est super. Donc, ça, c'est certain. On passe maintenant à la prochaine maison d'édition. Maison d'édition que j'ai lu 5 tomes. Meian! Donc, j'ai lu le tome 15 de Grand Blue. En juillet, vous devriez voir le tome 16 parce que je l'ai. Puis il s'en vient. Donc, le tome 15, on repart dans
L'attitude déjantée de Grand Blue, y a-tu de quoi redire de Grand Blue? Non, c'est absurde. C'est le fun à lire. C'est pas prise de tête. On a l'impression qu'il y a une intrigue qui avance tranquillement pas vite encore. Entre nos deux personnages principaux. Shisa puis lui, Yori. Mais sinon, c'est sans plus. On n'avance pas plus qu'il faut. On voit un petit peu de plongée encore. On apprend qu'ils veulent faire leur examen. Et il demande à Shisa d'aller en voyage. Juste les deux dans le prochain tome. J'ai hâte de lire ça. C'est un tome sympathique. Encore une fois, qui m'a fait beaucoup rire. Grand Blue, lisez-le. Sinon, j'ai lu les tomes 13 à 16 de Baki. J'ai reçu mon envoi. On continue le tournoi Underground dans ces tomes. Et quel tournoi? C'est évident que Baki sera en finale, même si on a l'impression que pendant son deuxième combat qu'il ne se rendra pas. C'est vraiment, encore une fois, prenant. On a des combats qui font mal à regarder. Des gens qui se démolissent le corps. Des coups de pied pas très légaux. On a l'impression que l'auteur s'amuse plus que d'autres choses. Le combat de Baki est en genre 2 rounds et demi. C'est vraiment bien prenant, bien intéressant. J'ai hâte de continuer le tournoi juste pour voir où ça va aller. Son plus grand rival fait un très beau combat lui aussi dans le dernier tome, dans le tome 16. C'est... J'ai rien à redire. Baki, comment dire? C'est comme l'ancêtre de Kengan Ashura, mais c'est plus prenant que Kengan Ashura sur beaucoup de choses. Parce que généralement, je connais plus les personnages du tournoi. J'en connais beaucoup. Avant la phase 2 déjà, tu sais, on est dans la phase 2 du tournoi. Et de voir des personnages qu'on a déjà vu se battre contre Baki, se battre, on est comme, ah, va-t-il gagner? Va-t-il réussir? Non, peut-être. Ah, qui sait? Fait que pour ça, c'est très prenant. Baki reste un exemple d'action et de super le fun pour moi. Vous pouvez voir les boîtes de Baki que je reçois ici de Megan. Juste en haut. On passe aux prochaines maisons d'édition. Delco Duncan avec 5 tomes. J'ai le tome 20 de Love X Dilemma. C'est tellement long avant qu'on ait des tomes. Mais les tomes sont tellement bons. J'ai vraiment adoré ce tome 20-là où Natsuo est entre la vie et la mort à cause de son acte héroïque à la fin du tome 19. Et j'aime voir où l'histoire s'en va avec les différents personnages, les différentes amourettes. Et voir qui va finir par peut-être Rui ou Ina qui va finir avec notre héros. Je commence à douter un peu. Connaissant l'auteur, on sait qu'elle est bonne pour faire comme un crescendo, puis un... En tout cas, dans Good Ending, c'est ce qu'elle faisait, un... Ah, ben t'as l'impression que c'est avec elle qui va finir, mais finalement non. Donc, ça m'intrigue. J'ai hâte de voir tout naturellement où on s'en va. Vivement que le tome 21 sorte. Sinon, j'ai aussi lu le tome 5 de Dragon Quest, La Quête de Dai. Une autre série qui sort au compte-gouttes. En juillet, vous allez voir que j'ai le tome 6 aussi, je l'ai lu. Je vais l'avoir lu. On finit d'une certaine façon le premier gros arc de la série, j'ai l'impression. Celui-là des disciples d'avant. Parce que c'est le dernier tome qui s'appelle Les disciples d'avant. Après ça, on arrive sur un nouveau cycle. Et... ben, c'était cliché. Oui, c'est cliché, mais en même temps, c'est ces années-là. L'année du... Attends, je vais devenir plus puissant. Oh, je suis vilain. Et oh non, mais moi, je suis le héros. Attends, je vais utiliser les forces de l'amitié et utiliser ça et ça. Oui. Oui. L'entraînement porte ses fruits. Les personnages sont charismatiques. J'ai aimé quand même voir l'évolution de certains personnages. J'en suis conquis pour pas un moment. On va les appeler de même parce que c'est plus drôle. Pop et mop. Mais le tome 5 m'a un peu déplu. Juste probablement parce que ça a été long avant qu'on l'aille. Puis mon impact émotionnel sur cette série-là fait genre, c'est long. Il est pas maintenant nulle part. C'est pas comme, j'ai pas joué, j'ai pas écouté l'animé, je l'avais jamais lu quand c'était appelé Fly. Fait un tome très correct, mais sans plus. Sinon, j'ai lu l'avant-dernier tome de Jojo Leon. Oh oui, on l'a reçu. Oh oui, je l'ai lu. Oh oui, que c'était bon. Je sais absolument pas où ça va finir dans le tome 27.
Le combat est passionnant dans ce tome-ci. Le pouvoir du méchant. Au début, je pensais que c'était moins fort que les autres méchants des autres sagas. Ben non, loin de là. C'est cheaté. C'est totalement cheaté de pouvoir faire abattre des malheurs sur les gens qui essayent de te poursuivre. Et que plus que tu continues d'essayer de le poursuivre, plus que le malheur va juste être gros. C'est vraiment prenant. Le combat continue, on a des morts dans ce tome-ci, des personnages secondaires qui viennent et qui meurent. Je sais absolument pas où ça va finir. On a l'impression que ça se finit tranquillement pas vite. Dans ce tome-ci, le méchant se fait pas mal battre, mais il reste comme 4 chapitres, fait que je sais absolument pas où ça finit. Je le commande et j'espère pouvoir le lire dans le mois de juillet, ce fameux dernier tome. Non, je n'achèterai pas le collector, vous m'aurez pas avec des petites cartes. Ensuite, j'ai lu le tome 106 d'Ayakashi Triangle, un tome qui m'a totalement déplu. Pourquoi, vous me direz? Ben parce que on va commencer par essayer de rendre plus féminin notre héroïne, ben notre héros, encore. Et après ça, on a juste des petits arcs bien relax. Un arc où ils vont devoir se baigner en maillot de bain, entourés, puis ils vont battre un démon parce que le démon était là, puis il faisait que tout le monde avait chaud. Il fait chaud ici aussi, il n'y a pas de démon. Et après ça, ils vont s'habiller, avoir d'autres démons. Il n'y a pas grand-chose de vraiment intéressant dans ce tome-ci. C'est tout pour faire du fanservice. Et ça m'a totalement déplu. J'espère qu'il y a une intrigue qui va se hisser un petit peu plus, qu'il y a quelque chose de plus qui va réarriver, parce que oui, j'aime To Love. Oui, j'aime To Love. Et j'ai bien aimé Black Cat aussi de Yabuki. Mais To Love, je m'attendais à ce que ce soit épisodique. Ayakashi Triangle, ce n'est plus action et tout. Et là, c'est en train de devenir épisodique et ecchi à 100%. Sinon, j'ai aussi lu le tome 11 d'Hikaru no Go. J'ai probablement commencé le mois en le lisant. Mes souvenirs d'Hikaru no Go tome 11 sont très minces. Mais c'est plusieurs petits matchs, là. Hikaru va essayer de déjouer un espèce d'escroc en disant que c'est faux ce qu'il vend. C'est vraiment comme un tome plus de transition, on sent, où Sai fait comme son petit moment de Hikaru veut plus me laisser jouer. Hikaru veut plus me laisser jouer, j'aurais pu y aller au go. Hikaru qui fait ok, c'est beau, joue. Donc, c'est pas mal ça qui résume ce tome 11 là. Je devrais t'avoir d'avoir le 12, en espérant que ce soit un meilleur tome. Donc, wow. Wow! Des mangas. On passe maintenant aux 3 maisons d'édition que je vous ai dit qui avaient 4 tomes de lus. On commence tout d'abord par Pika. Pika, ce mois-ci, m'a vu lire le tome 14 de Kaguya-sama Love is War. Un tome 14 qui va au sommet des dieux. C'est vraiment le meilleur tome de la série. Le meilleur tome d'une comédie romantique à peu près que j'ai pu lire. Habituellement, on est habitué... oui, quelle phrase merdique, de se dire que dans une comédie romantique, c'est les derniers tomes qui servent à Nisekoi. Autre comédie romantique. Où les deux protagonistes vont finir par s'aimer. Mais ici, spoilers! C'est dans ce tome-là! C'est la moitié du tome 14, donc la moitié de la série, où on a la déclaration d'amour des deux personnages, et c'est fait d'une manière qui m'a donné des larmes et des frissons. J'ai été époustouflé, j'ai envie de regarder l'animé, juste pour voir à quel point c'était beau dans l'animé, puis c'est pour ça que le monde a donné des si belles notes à l'animé. Si vous devez lire un tome de Kaguya, lisez le 13-14 juste pour voir le build-up. Mais, sincèrement, wow! Oui, on retourne au petit quotidien anodin à la fin du tome. Je m'en fous. C'est drôle. C'est bien fait. Kaguya-sama, bravo. J'ai ensuite lu le tome 24 de Eden Zero. Mais que dire? Qu'est-ce que c'est ça? Je suis habitué à Fairy Tail.
l'auteur m'a pas habitué à une qualité de même. On en apprend plus sur le passé de Shiki numéro 2, dans le fond, de Ziggy. On apprend comment il est devenu Ziggy, on apprend pourquoi il a mal viré et tout. Et on a des twists sur des personnages gentils, mais qui le sont plus. Ça arrête plus. L'auteur s'amuse à nous faire des twists de twists de twists que je vois pas nécessairement venir. Des fois, j'étais comme... T'es là dans la page, là, puis là, tu lis. Là, tu fais... Ah! Elle est là! Ça va être ça, la twist! Ouais, elle est dévoilée là. Mon Dieu, je l'ai pas vu venir avant 3 cases! Hey, je me déçois. Non, sincèrement, le tome 24, l'un des meilleurs tomes Dead End Zero. Un tome qui me pousse à me dire, je veux pas tant que ça que la série finisse, mais je sais que l'auteur a déjà prévu la fin puis qu'il s'en va vers là. J'ai hâte de voir s'il va tenir ses engagements et que la série fera pas juste après ce tome 24. On verra prochainement. Par la suite, j'ai lu le tome 1 de Blue Lock, l'épisode de Nagi. Blue Lock, l'épisode de Nagi, c'est quoi? C'est un spin-off que les auteurs voulaient faire, que le scénariste voulait faire, qui est dans le fond la vision de Nagi sur son arrivée au Blue Lock. Donc on commence par voir Nagi, il était comment avec Léo à l'école. Leur premier match, comment ils ont été repérés pour se faire appeler par le Blue Lock. Bien sûr, le nouveau dessinateur vient et nous fait des dessins totalement beaux et proches de l'original. Et c'est pour moi un meilleur tome 1 que le tome 1 de Blue Lock. Ben, attendez. Le tome 1, ici, équivaut au chapitre 1 de Blue Lock. Donc, c'est le début. On les voit, on voit même Izagi se pointer au Blue Lock en mode genre yo, je suis là. Et c'est surtout ça, plus la partie de Lou. Il me semble que c'était 1 ou 2 chapitres dans l'original. Et la partie de Lou est tellement palpitante. Tu le sais qui va se faire éliminer. C'est clair. C'est clair, net, qui se fait pas éliminer puis qui se fait éliminer. Mais... de la façon que c'était fait. Que la personnalité de Nagi est parfaite. J'ai déjà hâte de voir le film que ça va donner, vu qu'ils vont annoncer le film pour adapter cette série de manga-là. J'espère que ce sera pas une longue série, étant donné que Nagi finit par joindre Izagi comme au tome 5. Puis qu'ils sont pas mal en commun après ça pendant un bon bout. J'ai pas de besoin de voir ses aventures après. Mais pour ses débuts, vraiment un must pour les fans de Blue Lock. Et surtout, pour les fans de Nagi. Sinon, j'ai lu le tome 12 de Toilet Bound de Nokokun. Tome 12 qui finit cet arc. L'arc du prison... la fin du rêve. On va l'appeler le rêve. La peinture. Le fait qu'ils sont emprisonnés dans une peinture. Et c'est le fun de voir Hanako essayer de s'opposer à Nene qui essaie de s'échapper parce que lui il est comme non, si tu t'échappes, tu vas mourir. Fais pas ça, girl. Moi, je veux que tu restes en vie. Et tu sais, genre, je t'aime. Et elle va essayer de s'enfuir. Et elle va réussir. Ils vont finir par s'enfuir. C'est bien amené, c'est bien fait. J'ai vraiment apprécié où on s'en allait dans ce tome. Et après ça, on retourne dans le quotidien normal. Jusqu'à temps qu'on ait un nouveau mystère qui se pointe le bout du nez en toute fin de tome. Et j'ai fait... Ah, ok, on tombe dans du quotidien pour un chapitre, ce que je me suis dit... Ok, on est reparti! Tu sais, ça a été ça. Un bon tome 12, finalement. Pas le meilleur, mais un bon tome qui finit comme le meilleur arc. L'arc de la peinture était un des meilleurs arcs. Si je me trompe pas, il tombe dans le tome 10, 11, 12 jusqu'à là. Vraiment, un bon tome. Sinon, on passe à la prochaine maison d'édition qui a aussi 4 tomes. On parle de Crunchyroll, donc Kazé. Avec le tome 25 de Black Clover. The World Trigger! Oui, le prochain tome que je vous parle, c'est Black Clover. On va s'excuser. Donc, tome 25 de World Trigger. World Trigger, aussi une série qu'on a peu de tomes par année. Et on se ramasse ici avec un meilleur tome que le 24 à mes yeux. Donc, nos héros vont participer aux séances de matchs amicaux. Ça ressemble à comme des simulations à la LOL et tout, où ils doivent se déplacer dans une carte. Ils ont des espaces limités de mouvement. Vont faire piou 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 piou. Et les matchs...
vont enquérir et tout. Donc, c'est assez intéressant, c'est bien mené. Le tome se lit mieux et est beaucoup plus fluide que le tome 24. Même si on switch beaucoup d'équipe à équipe pour voir leurs résultats et tout. Ça reste prenant, ça reste intéressant, mais je me demande pourquoi l'auteur nous fait un arc aussi long sur de l'entraînement de même. Quand tout ce que l'on veut, c'est qu'ils partent en mission. Puis je pense que depuis genre le tome 13, on a stagné. À peu près. Je dis ça de même. Peut-être 13, peut-être 12, peut-être 14. Sinon, j'ai lu le tome 33 de Black Clover. Tome 33 qui starte l'arc final officiel de la série après avoir vaincu Lucifero. Donc, on a le début du tome qui est totalement consacré à la fin du combat contre Lucifero. Ce qui est décevant de l'avoir après autant de temps, étant donné que le combat starte dans le tome 32, finit dans le 33, mais il y a eu comme un délai de 8 mois entre les deux tomes parce que l'auteur a pris une pause et tout. Donc, c'est un petit peu triste de ce côté-là. Mais, quand on part dans l'action, ça reste totalement stylé, beau. L'auteur nous donne des planches que tu te dis, mais pourquoi? Et après ça, on finit cet arc-là et on se retrouve une couple d'années plus tard, où Asta va faire sa demande en mariage à Lily. Oh, c'est cute. Et elle va lui dire non. Et 3 secondes après, ben, on a appris que, spoiler, l'Empereur Mage est le dernier vilain à abattre. Il va prendre possession de Lily, va battre Asta, va vraiment dominer le combat. C'est vraiment intéressant. C'est ça part un arc que tu te dis, mais ok, c'est encore du contrôle de personnage, comme le premier gros arc avec les elfes, puis l'autre arc, en fait tous les arcs finalement. Mais ça reste bien amené, bien pensé, et que le méchant soit le héros, c'est super. Reste à voir où Asta a atterri à la fin du tome. Je sais, je suis à jour dans les scans, mais ça reste un très, 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 très bon tome de Black Clover. On parle maintenant du tome 8 de Kaiju Number 8. C'est un tome d'entre-deux. Donc, on va voir l'entraînement de Renaud et de son ami Furia Barbara, lui. Donc, en gros, les deux personnages qui sont ici. Et vont s'entraîner pour faire des dommages et tout. Renaud pour essayer d'avoir éventuellement une utilisation de l'arme numéro 6. C'est un tome qui va pousser Renaud dans ses retranchements, qui va nous montrer une évolution du personnage, des dessins encore de folie. Mais après ça, on retrouve Kafka et le tome va juste relaxer. On sent que quelque chose de gros s'en vient. Puis oui, le prochain arc est assez gros. Mais on sent que ce tome-ci fait juste faire ralentir et souffler un peu notre protagoniste. Ce qui est jamais une mauvaise chose, mais quand il y a si peu de chapitres par tome que ça avance pas nécessairement en temps, ça peut être nocif s'il y en a trop des comme celui-là. Ensuite, j'ai lu le tome 13 de Mashle! Mashle qui d'ailleurs se termine dans une journée et demie au Japon avec son 18e tome qui va sortir éventuellement. Donc, plus que 5 tomes à acheter de Mashle. Je suis sous le choc. Choqué. On va se le dire. Donc, mais bon, on part ici dans l'arc final. Un arc sans match à peu près au début. Donc, c'est un tome qui va nous montrer beaucoup les Divine Visionary et qui va faire plusieurs combats avec les futurs méchants qui vont commencer à montrer. Les fils d'Innocent Zero vont se battre, vont dominer. Et après ça, on va voir nos héros arriver. Il va y avoir des attaques vraiment insane. C'est quoi ça? Et on va juste avancer tranquillement pas vite pour éventuellement se rendre à la fin du tome où les méchants d'Innocent Zero vont commencer avec notre troupe de protagonistes, les combats. Fait que c'est un tome qui met quand même son temps à arriver là, à avoir des combats intéressants. Donc, les deux frères qui vont se battre contre un des membres d'Innocent Zero. Mais, de voir que Mash et sa touche fait en sorte que tu te dis, qu'est-ce qui va se passer dans ces combats-là?
Voilà. Donc, ça reste bon, mais j'ai déjà hâte de posséder le reste et la fin de la série et de la placer du côté des séries terminées. Donc, c'est la vie. On passe à la dernière maison que j'ai lu 4 tomes. Donc, on parle de Glénat. Et dire que j'ai lu 4 tomes est un petit peu triché, étant donné que j'ai lu le Character Book 2 de Tokyo Revenger, vu qu'il venait en coffret avec le tome 23. Un Character Book supplémentaire sympathique pour les gens qui aiment les Character Books, avec un chapitre refait entièrement en couleur, qui n'est entièrement pas le meilleur chapitre, donc, mais qui a quand même de la gueule. Une fois en couleur. Mais c'est sans plus. Est-ce que c'est un must à avoir pour un fan de Tokyo Revengers? Non. Je l'ai juste parce que la personne qui me les achète, les Tokyo Revengers, avait acheté aussi le character book du 1, puis ce serait plate que j'aille pas le 2 puis le 3, parce que t'as le 1, on se comprend. Donc on va passer à meilleur, le tome 23 de Tokyo Revengers, justement. Le tome 23 qui starte l'arc final solide, avec Takemichi qui va voir avec les autres membres restants de la gang, va trouver leur capsule temporelle, va l'ouvrir, va voir que Mickey veut être sauvé, et après ça, va essayer de sauver Mickey, va aller le rencontrer, et c'est là qu'ils vont commencer à se parler en mode genre yo, blablabla, et Mickey va faire genre hey, bang bang, t'es mort Takemichi. Puis là Takemichi va faire non, je suis immortel. Et Mickey va faire genre ok, sauve-moi. Et c'est là que Takemichi va être renvoyé dans le passé, et le tome finit paf là-dessus. Je suis intrigué parce que le fait que le seul personnage qui est à sauver encore, c'est le plus charismatique, reste sympathique. Je sais que l'auteur risque d'étirer la sauce, parce que il reste quoi, 7, 8 tomes, c'est beaucoup. Mais ça reste intéressant. Puis on finit avec 2 petits chapitres sur les méchants de l'arc précédent pour développer un petit peu leur psychologie et tout. C'est un tome sympathique. Vraiment un bon tome pour les fans de Mickey. Mikey. Et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Sinon, j'ai aussi lu le tome 7 de Sakamoto Days. Un tome exceptionnel encore une fois. J'ai rien à redire sur Sakamoto Days. On ouvre sur la fin de l'arc qu'on avait, avec le vieux qui va débarquer et dominer le combat en mode genre moi je suis la personne la plus OP de cet univers là en ce moment là. Un petit vieux de 80 qui se traîne un épée. Et on va après ça se rendre dans un nouvel entraînement, pas un entraînement, une nouvelle mission où il faut intégrer l'école d'assassinat, genre l'école des assassins. Et on va avoir un beau petit Battle Royale dans un avion. C'est ridicule à souhait et parfait. Les séquences d'action sont vraiment bien faites. Nos personnages sont touchants. On a un nouveau personnage qui aime filmer les gens et faire des films avec ce qu'il fait. Pourquoi pas? Hein? Et on va finir en se disant j'ai hâte de voir la prochaine étape de cet examen-là parce que c'est vraiment un examen d'admission sur la coche. J'ai enfin aussi lu le tome 7 de L'Oxali et l'or. Donc, on se rapproche de la fin. Il y a 10 tomes au total de disponibles au Japon. Le dernier tome sort bientôt au Japon. Donc, l'année prochaine, on devrait avoir fini cette série. On continue les petites aventures. J'ai eu l'impression d'avoir déjà lu l'ouverture du tome 7. Parce que, vu qu'Isaiah, il met en feu quelque chose dans le tome 6, puis quelqu'un passe proche de mourir, puis après ça, la même personne passe encore proche de mourir, puis Isaiah, il remet le feu en mode « je vais me suivre ». Fin de phrase que je dirais pas, et qui se fait sauver, et qu'après ça, on se ramasse à se dire « ok, on a passé la moitié du tome à finir l'arc d'Isaiah d'une certaine façon ». C'est intéressant sans plus, mais j'aimerais ça pouvoir avancer plus, et à la fin du tome, on va tranquillement avancer avec nos héros qui vont rencontrer la police qui va dire que Connor est rendu kidnappé par un Amérindien. Je ne dirais pas un Indien, même si l'œuvre dit Indien, parce que 1800. On parle des années 1800, c'est des Indiens. Mais c'est un natif, donc... c'est un très bon tome, mais qui prend son temps, encore une fois, et qui... Je sais que le prochain tome va nous rendre les natifs américains de cette colonie probablement très gentils et amicales. Pour pas qu'on se dise « Ah, mais c'est tous des sauvages. »
Donc, reste à voir. J'ai hâte de voir, parce que là, j'ai l'impression qu'on a à peine fait la moitié de la carte des États-Unis, puis qu'il nous reste 3 tombes. J'ai presque peur qu'elle arrive genre dans le tome 10 en mode de l'or. J'ai trouvé l'or. Le casting est bon, par exemple. On passe maintenant à la prochaine maison d'édition où j'ai lu 3 tomes. Kurokawa. Avec le tome 7 d'Oshinoko. Un tome 7 qui m'a renversé. Vous avez écouté la saison 1 de l'anime qui finit après la fin du tome 4? Mais le meilleur arc, c'est le tome 5, 6, 7. Pour moi, pour l'instant, à part le tome 1, c'est 5, 6, 7. Un tome vraiment prenant avec la pièce de théâtre et des plans qui m'ont coupé le souffle. C'était vraiment un bon arc. J'aime qu'est-ce que ça l'a apporté de plus à Aqua, parce que même Aqua finit par se dire qu'il veut être un petit peu plus que ce qu'il est. Fait que c'est vraiment le fun. Kana et Akane vivent beaucoup aussi dans ce tome-ci. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui veut commencer à avancer avec l'intrigue principale. On en apprend plus. Je dévoilerai pas tout pour pas gâcher à personne vu que le tome 8 n'est pas sorti encore. Mais c'était un tome charnière, important, vraiment bon. C'est tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à dire. Ensuite, j'ai aussi lu le tome 26 de One Punch Man. Un tome 26 qui avance absolument presque rien. On a des débuts de combat, dont celui sur la cover. Et on a absolument rien d'autre à peu près. Saitama se promène et fait du roller coaster dans un chariot de mine avec un démon et Atomic Samurai. Et c'est pas mal juste ça qu'ils font tout le tome. Oui, on a des dessins super. Oui, Murata nous sert du wow à chaque fois. Mais cet arc-là, même si on a Garo qui arrive, qui se bat contre le Muscle Man, Iron Muscle, ou whatever son nom, puis qui domine, oui, c'est cool. Mais t'as pas l'impression que ça avance quoi que ce soit le prenant dans l'intrigue principale de cet arc-là, et que c'est juste du bonbon pour les yeux. Et c'est ça, c'est juste du bonbon pour les yeux. Ensuite, j'ai aussi lu le tome 2 de Soul Eater, Perfect Edition, une relecture dans mon cas. Un tome 2, vraiment le fun, encore. C'est le fun de renouer avec Soul Eater. J'adore toujours autant. Vous pouvez pas les voir parce qu'ils sont cachés derrière là. On voit le tome 1 de l'édition Perfect. À côté, il y a les autres tomes de Soul Eater que je remplace par la Perfect. Et c'est le fun parce qu'on rencontre Krona dans ce tome-ci. Krona qui va être quelqu'un. Et qui va vraiment affronter Maka, des dessins en couleur encore. Ça reste super le fun. Donc, Krona va commencer à apparaître. Medusa va apparaître aussi, la méchante sorcière qui contrôle Krona. Et on va avoir des chapitres sur Black Star, sur un petit peu le début de Krona, Maka et Soul. Soul qui va être infecté par du sang noir. Et on va aussi rencontrer le personnage le plus annoying qui existe. J'ai nommé Excalibur. Excalibur, le personnage que je déteste le plus de Soul Eater, et c'est normal parce que l'auteur a fait en sorte qu'on le déteste tous. Mais on le déteste pas tant que ça, sa première apparition. C'est plus tard qu'on le déteste. Et par la suite, on a le chapitre de Black Star et Tsubaki, qui est bien fait, très bien amené, qui va faire évoluer Tsubaki un petit peu plus haut. Et l'œuvre, le tome va finir sur plus de Medusa, sur son infiltration et tout. C'est bien amené. C'est vraiment les débuts de l'œuvre et j'apprécie toujours autant. Maintenant, on passe à l'avant-dernière maison d'édition que j'ai lue ce mois-ci avec un seul tome, Kiun. Donc, avec le tome 2 de Solace in a Cage. Un tome 2 vraiment prenant. Chloé continue ses péripéties pour trouver son frère. Elle s'est faite ramasser par des jeunes garçons. Et éventuellement, on va découvrir, spoiler alert, que son frère fait partie de ces jeunes garçons-là. Elle va le savoir. Lui ne le sait pas. Donc, elle, ça va être de voir, est-ce que dans le prochain tome, elle va y dire, ou va juste genre faire, c'est beau, je m'en vais, il vit bien sa vie. Ou elle va réussir à s'échapper avec lui et tout. Ça reste un tome vraiment prenant qui nous démontre l'évolution de ces personnages-là, leur intégration dans la prison, qui nous met des enjeux importants, mais qui étrangement puis qui nous met des belles séquences d'action. Mais qui étrangement, j'ai pas l'impression
avance à grand chose au final, parce que oui, elle retrouve son frère sans le retrouver, mais il reste un tome. Qu'est-ce qui va se passer pour avoir un dénouement convenable? C'est ce qui m'intrigue, c'est ce que j'ai hâte de voir dans le dernier tome. Ça reste une très bonne série, et je la recommande fortement. Et pour finir, la dernière maison d'édition, c'est Mangetsu, avec un seul tome, c'est Aoashi, qui est le seule série que j'achète chez Mangetsu, c'est normal. On a un match ici qui va prendre place avec Ao qui va se ramasser comme titulaire et tout. C'était pas tant prenant parce que le match prend son temps à arriver, puis quand il arrive, on voit qu'Aoshi il se fait dominer un petit peu, il est le maillon faible, il comprend pas trop son poste encore, puis il va falloir qu'il évolue au fil du match et que ses coéquipiers évoluent avec lui. Et ça reste quand même bien amené. C'est pas que c'est mauvais. C'est juste qu'il y a tellement de personnages. Tu sais, vous me direz, il y en a plus dans Blue Lock, puis ils sont plus. Mais dans Blue Lock, ils sont différents. Ici, j'ai de la misère à me démêler des fois. Puis il y a beaucoup de gens sur le terrain, puis c'est tous des joueurs importants, puis ils changent les gens. C'est le problème que j'avais au début avec IQ, quand on affrontait les nouvelles équipes. Puis c'est pas mauvais. Mais j'embarque moins dans Aoashi que dans Blue Lock, que dans le Prince du Tennis, que dans Ice Shield, ou quoi que ce soit. Mais ça reste une très bonne lecture. Donc, c'était Manga Anime Fan qui vous dit, j'espère que vous avez eu un bon mois de lecture, que vous avez apprécié la vidéo. Likez, commentez, dites-moi ce que vous avez lu et apprécié, ce que vous attendez pour le mois de juillet. Je sais qu'en France, vous avez la Japan Expo. Gang de chanceux. Vous avez des goodies vraiment exceptionnels. Des choses que j'aurais aimé avoir, mais que je n'aurai pas. Parce que, je suis au Québec! Et, parlez-moi de tout ça. Dites-moi vos envies. Si vous avez des sujets pour des vidéos, des choses que vous aimeriez savoir sur des séries que je possède, des questions à me poser, qui pourraient être dans une foire aux questions, quelque chose de même, dites-moi-le. Ça va me faire plaisir de voir. Et sinon, on se retrouve très bientôt. Bye!